Les États-Unis, il y a très peu de barrières douanières qui existent encore maintenant. C'est en fait un traité pour imposer la dictature des multinationales encore plus qu'avant. Faut savoir qu'ils sont en train de discuter de ça. Donc quand je dis ils, c'est des dirigeants européens et américains, en plus tous les lobbies des multinationales, depuis plus de 15 ans. Et que la phase finale est ouverte officiellement ici depuis 2013. Et ils ont l'objectif de terminer avant les élections américaines de 2015, de novembre 2015. Donc c'est quelque chose qui va se concrétiser, mais qui est en train de se négocier dans un climat complètement opaque, sans que personne sache vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses négociations et dans ce fameux traité en cours. Donc heureusement, il y a quelques fuites qui nous permettent de savoir un petit peu quoi. Et quand on regarde ces fuites, ça fait quand même vachement peur, parce que là, c'est de la bombe qu'ils sont en train de nous préparer avec ce traité. Donc sur l'opacité, déjà, c'est déjà un premier point qui étonne dans cette Europe soi-disant démocratique, où ils négocient quelque chose qui va quand même influencer nos conditions de vie dans un avenir proche, sans qu'on sache du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc vous avez vu récemment Reinders qui disait que de toute façon on va rendre le processus plus transparent parce que c'est normal pour la démocratie, mais ce sera après le 25 mai, donc on va attendre le 25 mai. Et en attendant, de toute façon, ça ne les empêche pas de continuer à réprimer tous ceux qui s'opposent à ça, tous ceux qui se posent des questions. Vous avez vu hier le rassemblement à Bruxelles qui a été sauvagement attaqué par le chef de la police, Van der Smissen. Si vous ne le connaissez pas, je ne vous conseille pas de le rencontrer. C'est vraiment un taré, c'est un vrai facho. C'est le chef de la police de Bruxelles. Et donc, sous les ordres du bourgmestre socialiste Yvan Mayer, ils ont arrêté les manifestants qui étaient juste rassemblés là, c'est tout. Juste pour dire, attention, on est en train de nous préparer quelque chose dans notre dos qui risque d'être bien dangereux. Ça, on ne peut pas le dire. Ça, on est vite réprimé. Donc, pour en revenir à ce traité transatlantique, en quelques mots, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce qu'il y a là-dedans. Je vous conseille une petite brochure qui est faite par la CNE, que vous trouvez aussi sur leur site internet, qui est assez complète et qui détaille pas mal de voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les dangers, les risques. Donc là, je vais vous faire une petite synthèse rapidement de tout ça. Donc, en gros, l'application de ce traité, ça va faire en sorte que le territoire européen et américain va être ouvert en fait aux entreprises de l'autre continent pour qu'elles puissent s'y installer, et notamment dans des secteurs qui sont jusqu'ici protégés, comme par exemple les secteurs de la culture, de l'enseignement, de la santé, etc. Ces secteurs-là vont être ouverts. Autre enjeu, c'est que le poids des lobbies dans les processus législatifs va être augmenté. Les lobbies des multinationales vont pouvoir intervenir sur nos lois et décider eux-mêmes les lois qui nous concernent, nous, en passant complètement au-dessus des parlements nationaux et du Parlement européen, mais ça c'est pour le détail, puisque le Parlement européen n'a de toute façon pas beaucoup de poids dans tout ça. Et la troisième chose, c'est que ça va rendre possible pour les entreprises d'attaquer en justice les États. Mais pas l'inverse. Les États ne pourront pas attaquer les entreprises pourront attaquer les États devant un tribunal privé composé d'avocats d'affaires. Vous voyez déjà dans quel sens ça va se tourner. Donc ça, c'est les objectifs. En gros, il y a deux instruments, deux mitraillettes en fait pour nous balancer ce truc-là. C'est le Conseil transatlantique de coopération réglementaire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, où ils vont en fait, à travers ça, c'est des fonctionnaires européens et américains, qui vont screener toutes les lois de tous les États membres de l'Union européenne, mais aussi des États membres, sous un angle de critères monétaires. Et donc toutes celles qui ne vont pas correspondre à la recherche maximale de profit, ces lois-là vont pouvoir être révisées. Donc la question se pose de tout ce qui est par exemple la concertation sociale en Belgique, déjà qu'elle est quand même pas mal contournée ces derniers temps. Ici, il pourrait y avoir des suprafonctionnaires dans le cadre de ce fameux traité transatlantique qui pourraient dire « Ah mais non, mais là ce que vous avez négocié avec les syndicats et tout, ça va pas parce que ça permet pas de maximiser les profits des entreprises », et ils pourraient éventuellement neutraliser ça. On ne sait pas, c'est des choses qui pourraient arriver dans ce qu'ils sont en train d'installer avec cet outil-là. Et le deuxième outil, deuxième mitraillette, c'est ce fameux tribunal des multinationales qui s'appelle le système de règlement des différends. Et donc là, comme je vous disais, c'est des avocats d'affaires qui sont en fait juges de ce tribunal privé en fait des multinationales, qui auront des décisions qui seront contraignantes. Et donc ça va poser des problèmes parce que même si les États gagnent, c'est les États qui doivent payer tous les frais de justice. Et donc on sait que pour le moment ce genre de tribunal se développe pas mal dans le monde avec la multiplication des accords de libre-échange, et ce qu'on constate c'est que les États doivent payer parfois des sommes jusqu'à 40 millions de dollars pour des frais de justice parce qu'ils sont attaqués par les multinationales, et donc tout ça c'est évidemment aux frais des citoyens, quoi. Alors donc, vous voyez déjà l'aspect que ça a, il y a aussi des dangers que ça soulève à court terme, moyen terme et plus long terme, c'est aussi au niveau des pertes d'emploi. Donc à l'Europe, ils sont en train de nous dire non, ça va être avantageux pour l'emploi, l'économie européenne, on va créer des millions d'emplois grâce à ça, blabla. Si on veut savoir vraiment ce que ça va donner, on n'a qu'à regarder ce qui s'est passé aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord,
il y a un traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et donc ce traité de libre-échange, on peut voir déjà les conséquences qui sont en cours maintenant, ça s'appelle l'ALENA. Et ils avaient aussi à ce moment-là promis la création d'emplois, etc. Aux États-Unis, avec ce traité, il y a 680 000 emplois qui ont été perdus. Les gens qui ont perdu leur boulot ont parfois retrouvé du travail, mais à des conditions salariales moins intéressantes, évidemment. Et alors au Mexique, on pourrait croire que ça peut profiter aux Mexicains, puisque ça pourrait à ce moment-là inciter les entreprises à s'implanter au Mexique pour développer l'emploi. Et bien c'est pas ça qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est que les salaires ont augmenté effectivement, mais le niveau de vie a augmenté encore plus vite. Et donc finalement, les Mexicains se retrouvent avec un pouvoir d'achat, comme on dit, diminué de 40% au final. Donc même les Mexicains sont perdants dans cette histoire-là. Donc quand on voit ce qui se passe avec l'ALENA, on peut présager que ça ne va pas être mieux avec le traité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Deuxième danger, c'est tout ce qui concerne l'environnement, l'agriculture, l'alimentation. Puisque si l'idée c'est de screener toutes les règles qui existent dans tous les domaines, c'est notamment les règles en matière écologique, en matière agroalimentaire. Et donc vous savez que les États-Unis sont des fervents opposants aux réglementations qui limitent les OGM par exemple. Donc ça veut dire qu'on va avoir un débarquement d'OGM chez nous, de bœuf aux hormones, enfin toutes ces joyeusetés qui sont encore plus ou moins réglementées en Europe. Tout ça, ça peut vite sauter. Des directives qui mettent encore un petit peu les garde-fous, genre la directive REACH qui impose des entreprises, qui oblige les entreprises à avoir les conséquences des produits chimiques qu'elles utilisent, elles pourraient aussi sauter. Donc on pourrait vraiment permettre n'importe quoi avec ce genre de traité. Il y a aussi le danger que j'évoquais tout à l'heure, c'est la marchandisation des services publics, qui sont encore plus ou moins protégés pour le moment, ça ne le sera plus. Le poids financier aussi, que les États devront investir dans les procès, et puis les législations nationales qui vont en fait être vidées de leur sens et qui vont être aussi retardées. Donc là, il faut savoir qu'en Europe, il y a aussi un truc qui existe qui s'appelle REFIT, et en fait, c'est aussi le même système où la Commission a imposé une révision de toute une série de législations, et les conséquences, c'est qu'il y a plein de législations, en tout cas plusieurs législations qui concernent la protection du travail, par exemple, qui sont bloquées. Et donc sur la reconnaissance des substances cancérigènes, par exemple, ou de la sécurité dans le secteur de la pêche, tout ça c'est bloqué depuis des mois à cause de ce genre de mesures-là. Et avec le traité transatlantique, ça va s'augmenter, puisque ça va impliquer aussi tout ce qui concerne l'Europe et les États-Unis. Donc ce fameux traité, vous voyez que c'est une belle saloperie qui se prépare, et c'est aussi le symptôme d'une évolution qu'on constate en Europe, une évolution vers une Europe de plus en plus type fédérale autoritaire, où on voit qu'il y a certains éléments qui sont mis en place par cette Union européenne et qui en fait nous kidnappent notre démocratie. En fait, le semblant de démocratie qu'on pourrait avoir dans les États membres est de plus en plus balayé par cette Europe qui impose des trucs d'en haut et qui sont évidemment des choses imposées dans le sens favorable aux multinationales. Donc, par exemple, on voit qu'il y a une inégalité qui augmente entre les différents États d'Europe, avec la fameuse Troïka qui impose des conditions draconiennes aux pays du Sud en échange d'une soi-disant aide financière. Donc ces pays sont mis sous tutelle et sont obligés de faire des coupes draconiennes dans leurs services publics, dans leur sécurité sociale, dans les salaires, etc. Même en violation des règles de base fondamentales, des droits humains, etc. On voit les dégâts que ça fait en Grèce notamment. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'interventions de la Commission européenne dans des domaines dans lesquels elle intervenait moins, en tout cas avant, donc en ce qui concerne les retraites, les salaires, etc. La Commission a son mot à dire là-dedans, et le dit, et l'impose bien largement au sens privé. Et avec le TSCG, donc le fameux traité budgétaire qui a été adopté récemment, ça va être encore pire, puisque là ils peuvent s'immiscer carrément dans les budgets, dans les finances. Je suppose que Marco en touchera un mot tout à l'heure. Et le troisième indice de cette évolution autoritaire, c'est le rapport aux syndicats aussi, puisque comme en Belgique, la concertation sociale est complètement contournée, en Europe, jusqu'à il y a un certain temps, ils faisaient au moins attention de mettre à côté de leurs directives pourries des espèces de clauses sociales ou des chartes pour les droits sociaux, toutes des conneries comme ça, pour faire croire qu'on fait un peu attention aux éléments sociaux. Maintenant, ils prennent même plus ils se fait même plus à faire ça en fait. Ils font passer leurs trucs sans même se fatiguer à essayer de faire passer la pilule. Et donc avec ce fameux traité transatlantique, là c'est clair que les masques tombent clairement, puisque c'est les lobbies qui vont être aux manettes de tout ça. On parle même plus des syndicats dans cette histoire-là. Oui, déjà plus qu'une minute.
Donc l'objectif est clair, hein, c'est d'instaurer l'Europe dans le marché concurrentiel mondial et de donner des outils à cette Europe pour que les multinationales européennes puissent aussi triompher là-dedans. Et donc quelle position avoir par rapport à ça? Nous, on garde la même position qu'on a toujours défendue, c'est-à-dire on a besoin de s'opposer à cette politique-là en prenant une rupture radicale avec l'Europe du capital, mais pas un repli national chacun dans son pays, parce qu'on a besoin d'une Europe, mais d'une autre Europe, une Europe démocratique, solidaire, féministe, écologique, etc. Et cette autre Europe, on ne peut pas la construire sur base de ce qui existe déjà maintenant, parce que la base de l'Europe, de l'Union européenne ici maintenant, elle est pourrie. Elle part d'une Europe du capital, elle est faite pour ça. Tous les traités sont faits dans ce sens-là. Tout le fonctionnement institutionnel de l'Europe est tourné dans un sens qui ne nous appartient pas. Et donc on pense que c'est peine perdue d'essayer d'espérer de rendre un peu plus sociale cette Europe-là, parce que pour nous elle n'est pas réformable. On doit faire autre chose. Alors après c'est facile à dire, ça a l'air déjà un peu utopique comme ça, mais pour nous c'est la seule solution, parce que si on est un peu réaliste, justement, si on est réaliste, et qu'on regarde ce que l'Europe est en train de nous faire maintenant, on n'a pas d'autre choix que de cracher à la gueule de cette Europe-là et faire autre chose. On n'a pas d'autre choix, c'est juste réaliste. Et donc pour faire ça, ça passe évidemment par les luttes sociales, et donc tout l'enjeu de pouvoir connecter les luttes qui se passent dans les différents pays, d'avoir des réseaux de solidarité internationale par secteur, et puis plus largement aussi sur des thématiques pour défendre les droits sociaux, les droits fondamentaux démocratiques aussi, les droits des femmes, les droits écologiques, etc. On a vraiment besoin de pouvoir créer des réseaux de mouvements sociaux à la base pour pouvoir imposer un changement. En tout cas, nous on pense que ça passera par là. Voilà, merci. Merci Céline. J'ai déjà pris le micro. Voilà, Céline a parlé pratiquement aussi vite que Raoul, il me semble. Voilà, alors voilà, on m'a demandé de vous parler de fiscalité, puis c'est un peu ma spécialité, et donc je dois intégrer ça dans le thème de la démocratie. Donc voilà, démocratie, fiscalité, programme du PTBGO. Vous voyez que c'est un peu difficile de combiner tout ça, mais bon, et tout ça en 10 minutes. Voilà, alors pour commencer, je voudrais si vous permettez, vous parler de Jean-Luc. Jean-Luc n'a pas pu venir aujourd'hui, il était retenu pour cas de force majeure. Mais Jean-Luc, pourquoi je veux vous parler de lui? Parce que c'est un ancien Premier ministre de la Belgique. Et ce Premier ministre, après avoir été Premier ministre, qu'est-ce qu'il a eu comme job? Eh bien, il est devenu administrateur de société, en plus de parlementaire européen. C'est lui qui a il a participé à l'écriture de la Constitution européenne. On l'a utilisé comme pour 36 000 missions politiques. Et voilà que donc ce personnage qui est censé défendre l'intérêt général se retrouve en fait dans des conseils d'administration de grandes multinationales belges comme AB InBev, qui est le numéro 1 de la bière et dont font partie la première fortune de Belgique, enfin les 3 premières familles les plus riches de Belgique qui sont actionnaires d'AB InBev. Voilà, donc il y a un peu un mélange des genres, un mélange des genres qu'on trouve aussi chez un autre Premier ministre belge, ancien Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, qui siège au conseil d'administration de la Sofina, qui est de la famille Borrell, une famille qui s'enrichit ici dans la région du centre, mais qui l'a quittée, ou de la société Exmar, qui appartient aux Saveris, qui sont aussi parmi les familles les plus riches de Belgique. Voilà, donc quelque part, ça montre, je pense, rien que cette présence dans les conseils d'administration, ça montre en fait qu'on a un gros problème démocratique dans notre pays, et notre pays ne fait pas exception par rapport aux autres pays, où effectivement les hommes politiques, ces hommes politiques professionnels qui sont censés défendre l'intérêt général, en fait défendent souvent l'intérêt particulier du grand capital, voilà, des plus riches. Et pour donner un autre exemple qui était flagrant et qui concerne l'Europe, là, je vais vous parler d'Herman. Vous connaissez peut-être Herman. La sœur d'Herman, elle s'appelle Tine. Elle est au PTB dans la province de Brabant flamand. Mais bon, voilà, ça ils gèrent ça entre eux. Donc je parle bien de la famille Van Rompuy. Donc Tine Van Rompuy est effectivement tête de liste, je pense, pour le PTB dans la province du Brabant flamand. Et le frère Herman est le président de l'Union européenne. Et une semaine avant d'être désigné comme président de l'Union européenne, il a passé véritablement, on va dire, un examen oral. Il a dû se rendre
au groupe de Bilderberg, mais qui était réuni à l'instigation d'Avignon à Val-Duchesse, où on a aussi des plans antisociaux. Voilà. Donc, quelque part, c'est clair que pour devenir président de l'Union européenne, ce Herman Van Rompuy a dû passer un examen devant le groupe Bilderberg qui rassemble le gratin du patronat mondial. Voilà, ça montre un peu la démocratie dans laquelle on vit. Et j'avais essayé de mettre un chronomètre, mais bon, tu vas devoir... non, ça va, tu gères. Ça va. Voilà, alors, je voudrais aussi vous parler d'Albert. Albert, il est né à 4-5 km ici, peut-être moins. Je vous parle d'Albert Frère, deuxième fortune de Belgique. Je vous ai déjà parlé de la première fortune de Belgique, donc de AB InBev. La deuxième fortune de Belgique, c'est Albert Frère. Albert Frère qui s'est enrichi aux dépens de l'État. L'étape décisive de son enrichissement, c'est lorsque il a revendu la sidérurgie qui était trop coûteuse pour les chasseurs de profit à une époque où il était en crise. Et donc c'est l'État qui a épongé toutes ses dettes. Et puis quand toutes ces dettes ont été épongées et que la sidérurgie est devenue un peu plus rentable, et on l'a recédé au privé, à un certain Lakshmi Mittal, qui finalement a profité de gros cadeaux fiscaux, tout en licenciant et en fermant des outils. Voilà. Et donc on a assisté à la fois à un processus de ce qu'on appelle la socialisation des pertes et la privatisation des profits. Quand une activité est rentable, c'est pour le privé. Quand une activité est déficitaire, c'est l'État qui prend en charge et qui éponge les déficits. En matière de sidérurgie, comme en matière de banque, on a trouvé la même chose en matière de banque. Et on retrouvait le même Albert Frère, puisque Albert Frère est un partenaire historique de BNP Paribas, et c'est BNP Paribas qui a repris Fortis dans le processus de privatisation des profits. Alors la fiscalité dans tout ça, Albert Frère ne paye évidemment pas d'impôt sur sa fortune, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune, et en plus il profite de gros cadeaux en matière d'impôt des sociétés. Alors d'abord sur la fortune d'Albert Frère, eh bien, prenons les familles de Spoolberg, donc les familles actionnaires d'AB InBev numéro 1, Albert Frère numéro 2 et troisième fortune de Belgique, la famille Emsens, qui s'est enrichie en tuant des milliers de gens dans l'amiante, puisque c'est eux c'est cette famille-là qui a racheté le brevet d'Eternit en 1905, sachant que dès 1906, on a attiré l'attention sur les dangers de l'amiante. Ces trois familles, on a mené une action un peu visuelle hier à Charleroi. Ces trois familles, vous prenez leur fortune cumulée, vous arrivez à 31 milliards d'euros, vous convertissez cette somme en billets de 10 euros, et vous pouvez faire une guirlande qui va de la Terre à la Lune, en billets de 10 euros, rien qu'avec leur fortune. Et donc voilà, on a fait une action un peu visuelle qui visualisait cette réalité. On avait une Terre, une Lune, etc. hier devant le ministère des Finances à Charleroi. Et donc, clairement, l'idée, c'est de défendre ce qu'on appelle la taxe des millionnaires. La taxe des millionnaires, c'est une taxe qui toucherait les 2 à 3% les plus riches de la population, donc sur les fortunes à partir d'1,5 million d'euros. C'est une taxe qui serait donc gratuite pour 97% de la population, et donc c'est une taxe qui ferait l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, puisque aujourd'hui, comme je dis toujours, le gouvernement il fait Robin des Bois à l'envers, plutôt que de prendre aux riches pour donner aux pauvres, et aux pauvres pour donner aux riches. Voilà, et quand on constate quand même l'évolution de ces dernières années, même pas, je ne vais pas remonter, mais normalement je vais remonter jusqu'à 30 ans pour montrer l'évolution depuis 30 ans, parce que depuis 30 ans, on assiste en fait à une politique d'austérité et de destruction des acquis. Mais bon, rien que sur ces dernières années, depuis 2008, le nombre de personnes obligées de demander de l'aide au CPS a augmenté de 17%, alors que même pas dans le même temps, sur une seule année, le nombre de millionnaires, lui, a augmenté à 5700 millionnaires en plus. Donc c'est vraiment, effectivement, un Robin des Bois inversé qu'a appliqué le gouvernement. Et donc, avec cette taxe des millionnaires, nous, on veut faire l'inverse. Donc ça rapporterait 8 milliards d'euros, ça permettrait de refinancer les pensions, de refinancer l'enseignement, de créer des emplois publics, là où le gouvernement, pour l'instant, supprime des milliers d'emplois publics. Alors l'autre aspect d'Albert Frère, c'est l'aspect impôt des sociétés. Donc l'impôt des sociétés fait de la Belgique, déjà l'absence d'impôt sur la fortune, on sait que ça attire des riches français qui viennent en Belgique, à Bruxelles, ou plutôt certains à Bruxelles, d'autres du côté, ceux qui habitent le nord de la France, du côté de Néchin, de Tournai, où Depardieu les a rejoints, mais par exemple dans la rue où Depardieu est domicilié, il y a depuis longtemps des membres de la famille Mullier, donc j'avais été une fois avec France 2 pour faire le guide
dans cette rue où vous passez la frontière franco-belge, et vous trouvez tous les muliers, donc c'est la première fortune de France, magasin Auchan, etc. Voilà. Donc, ces fortunes, donc, non, j'ai un peu perdu le fil, mais bon, voilà. J'allais parler. D'impôt sur la fortune fait de la Belgique. Voilà, c'est ça. Je voulais parler d'impôt des sociétés, mais pour ça, je disais, effectivement, je revenais sur l'impôt sur la fortune, l'absence d'impôt sur la fortune. Et donc, voilà, Albert Frère, pour prendre cet exemple-là, ces sociétés ont réalisé 3,3 milliards de bénéfices sur lesquels il a payé une somme astronomique, 152 € d'impôt sur 3,3 milliards € de bénéfices. Voilà, ça c'est l'impôt des sociétés tel qu'il est appliqué en Belgique pour les grandes multinationales. On pourrait citer le cas de ArcelorMittal, qui a payé 496 € sur 1,5 milliard d'euros de bénéfices. Voilà, c'est des sommes assez... voilà, quand vous voulez calculer le taux de l'impôt, c'est difficile parce qu'il y a tellement de zéros que vous y perdez un petit peu, tant de zéros derrière la virgule. Voilà, et donc ça, on veut effectivement changer et on veut appliquer une